Donnez-moi 2 petites secondes tant que je vais mettre mon minuteur. J'ai tendance à faire des séances beaucoup trop longues. Donc, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous présenter mon sujet aujourd'hui, donc qui est de Montréal à Fort-Orange, analyse du journal de Catherine Dagneau sur la contrebande de fourrure 1729-1730. Je vous ai mis d'ailleurs pour le sujet une belle image d'une famille de castors sur le bord de la plage. Pour ceux qui connaissent un peu moins bien l'histoire, je vous le dis tout de suite, ça finit pas bien pour les castors. Attendez-vous-y. Donc, en fait, comme Maxime le disait, moi, ma maîtrise, je l'ai fait sur les Autochtones de la vallée de l'Ohio au début du 18e siècle, donc surtout au niveau de la chefferie et des formes de pouvoir. Et dans le cadre de cette maîtrise-là, je dois fouiller 2 fonds d'archives principaux, ce qu'on appelle les fonds d'archives C11 et les fonds d'archives C13, qui sont les fonds des colonies. Donc, C11, c'est un fonds d'archives des correspondances du Canada, donc pendant toute la période de la Nouvelle-France. Et c'est les archives, en fait, c'est des correspondances qui étaient envoyées en France. Donc, toutes les lettres qui étaient écrites étaient envoyées en France et là-bas, on les archivait. C13, la même chose, mais c'est tout ce qui concerne la Louisiane. Donc, je fais ces 2 fonds d'archives-là. Et en fait, pendant que je faisais mes recherches, je suis tombé sur quelque chose d'assez curieux. Yo, ça marche pas. Voilà. Ah, ça marche même pas. Donc, comme je disais, phénomène curieux, des écrans qui figent. Ouais, non, mais il n'est même pas synchronisé. OK. Ah, voilà. Donc, dans les archives de la Louisiane, donc, je suis tombé sur un document qui parle, c'est une enquête sur la contrebande effectuée à Montréal. Donc, on a une erreur d'archivage. Donc, les archivistes ont mis un document qui était censé aller dans C11 dans la documentation de C13. Et C13 est beaucoup plus difficile d'accès que C11. Les archives du Canada, elles, sont disponibles maintenant, sont toutes numérisées en ligne, tandis que C13 sont encore sur des bobines de microfilm, donc sont beaucoup moins utilisées par les historiens. Et on trouve ici, en fait, un document qui a été mal archivé, donc qui a été très peu analysé et encore moins analysé en profondeur par les historiens jusqu'à maintenant. Donc, ce document, c'est un curieux journal de 35 pages, effectué en 47 entrées, qui vont de novembre 1729 à septembre 1730. Donc, c'est des entrées quasi hebdomadaires, donc avec des dates et avec des descriptions. Qui relate une enquête sur la contrebande, donc à Montréal, et qui prend des témoignages, des observations et des dénombrements de marchandises. Donc, c'est quelqu'un qui s'est promené dans la ville et dans les alentours et qui a pris des informations sur la contrebande pour pouvoir justement faire toute une enquête qu'ils ont ensuite envoyée en France. Donc, le journal n'est pas signé. On n'a aucun nom de mentionné à l'intérieur, donc on ne sait pas c'est qui le fait. On a plusieurs. La première fois que j'ai vu ce document, j'avais plusieurs hypothèses. Probablement que c'était soit un commis de la marine ou quelqu'un qui travaillait peut-être pour l'intendant. Mais rapidement, en fait, les petites flèches. Donc, l'auteur en question, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un seul auteur dans le document, c'est 2 auteurs. Donc, dans une première partie du document, donc la majeure partie, c'est le fameux journal qui est écrit d'une main. Et dans les dernières pages, on voit un commentaire de texte. Donc, c'est quelqu'un qui, après avoir reçu le journal, a écrit des commentaires sur la personne qui l'a écrit et aussi des commentaires à l'intention du ministre. Donc, on trouve vraiment 2 auteurs différents. Dans la première partie, la personne qui écrit le journal mentionne très peu d'informations sur elle-même. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que cette personne-là a une fille, puisqu'elle prend comme témoin à un moment donné sa fille pour montrer que sa fille a vu de la contrebande se faire à Montréal. Mais dans la deuxième partie, le second auteur, lui, va donner beaucoup plus d'informations que le premier. Le second auteur va mentionner que la première auteure est une femme, donc veuve depuis peu, et que son mari était un interprète. Donc, un interprète qui travaillait notamment auprès des Iroquois.
Donc, à partir de ces informations-là, il y a l'historien Eugene Richard Henry Teasdale qui, dans sa thèse de doctorat en 2012, est un des rares historiens justement à analyser vraiment en profondeur ce document-là. Donc, lui va émettre la théorie que dans son doctorat, donc The Price of Empire, Smuggling Between New York and New France, 1700-1754, que cette dame serait en fait la veuve du sieur Louis Marais de la Chauvignerie, donc celle qu'on nomme Catherine Dagneau, ou Madame de la Chauvignerie, dite veuve de la Chauvignerie, donc qui était à l'époque une femme qui travaillait dans la contrebande, qui faisait partie du réseau qu'on appelle le réseau des Sœurs Desaulnay, et qui était en grande rivalité avec un autre contrebandier de Montréal, le monsieur John Hendricks Lydius, qui était un Hollandais installé à Montréal, qui les deux vont établir des réseaux de contrebande en opposé, en rivalité. Et le second auteur, lui, on le nomme nulle part, on n'en donne aucune description. Donc, j'établis 3 hypothèses assez simples. Probablement, soit c'est un commis de la marine établi en Nouvelle-France, soit c'est un secrétaire du ministre en France, ou ça peut même être le sieur Rimbaud, qui était le procureur du roi à Montréal à cette époque. Donc, pourquoi exactement Catherine Dagneau, qui était elle-même une contrebandière, aurait écrit un journal, une enquête sur la contrebande? En fait, c'est justement, dans le journal, elle ne mentionne aucunement ses propres activités. Elle était quand même assez intelligente. En fait, elle mentionne uniquement les activités de ce cher Lydius hollandais, en fait, pour pouvoir après ça le donner ces papiers-là au procureur du roi et le faire couler. Donc, le journal va ultimement servir dans un procès contre Lydius qui va finir par être expulsé de la colonie. Mais outre l'utilité juridique de ce document-là, qui est amplement analysé par Teasdale dans sa thèse, si vous voulez aller la voir, le journal nous révèle beaucoup d'informations sur la contrebande et comment elle se faisait à cette époque-là. Donc, ce que je vous propose ici, en fait, aujourd'hui, c'est d'analyser plus en détail ce document, puis qu'est-ce que ce document peut nous apprendre de plus sur la contrebande et le trafic des fourrures. Donc, pour la traite des fourrures, un petit récapitulatif. Je vais vous trouver une belle carte de la Nouvelle-France. Malheureusement, j'en ai pas trouvé, donc j'ai un voyage de Pierre-Esprit Radisson. Oubliez le voyage, on va s'occuper juste de la carte. La traite des fourrures, un petit récapitulatif pour ceux qui sont moins familiers un peu avec ça. Donc, repose sur un schéma assez simple. Donc, comment ça fonctionnait la base dans un monde idéal? La France envoyait de l'Europe des marchandises qui venaient jusqu'à Québec puis Montréal. Et avec ces marchandises-là, on venait les échanger avec les Autochtones des Grands Lacs qui, eux, amassaient des fourrures pour pouvoir les donner en échange. Donc, dans le monde idéal, tout le monde faisait des profits, tout le monde était content, le monde était beau. Mais dans les faits, ce n'est pas du tout ce qui se passait. Donc, ce qu'on s'aperçoit rapidement, c'est que les marchandises qui arrivent de France sont souvent de moindre qualité, de piètre qualité, tandis qu'on a les Anglais qui arrivent de Fort-Orange, qui va s'appeler plus tard Albany. Eux vont avoir des marchandises de bien meilleure qualité qu'ils vont envoyer dans les Grands Lacs. Donc, rapidement, ce qu'on voit, c'est que les nations des Grands Lacs vont aller de plus en plus vers les forts anglais pour pouvoir échanger avec eux et vont délaisser les forts français, même s'ils font partie de la fameuse alliance franco-amérindienne. Donc, les Français se retrouvent dans une situation assez précaire et vont décider, en fait, d'acquérir des marchandises de meilleure qualité. Le problème, c'est que la France bien, ça dépend des historiens. Certains historiens disent qu'ils ne veulent pas, d'autres vont dire qu'ils ne peuvent pas envoyer de marchandises de meilleure qualité. Donc, les marchands de Montréal vont devoir trouver des marchandises ailleurs. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que les fourrures qui sont ramenées des Grands Lacs jusqu'à Montréal, au lieu de les envoyer en France, ils vont engager des gens pour pouvoir descendre le long de cours d'eau jusqu'à Fort-Orange et les échanger contre de la marchandise anglaise. Donc, de bien meilleure qualité. Et ils vont ramener ces marchandises-là à Montréal. À Montréal, une partie des marchandises va être utilisée par les marchands eux-mêmes, mais la plupart va être renvoyée ensuite dans les Grands Lacs pour pouvoir être échangée contre plus de fourrure. Donc, c'est un cercle qui bénéficie quand même à l'économie de la Nouvelle-France, puisque ça permet à la Nouvelle-France d'être plus compétitive face aux Anglais. Donc, ici, on a une carte de Jean-Nicolas Bellin de 1744 qui montre l'île de Montréal. Donc, le journal en tant que tel nous donne plusieurs renseignements sur les lieux liés à la contrebande à Montréal même. Donc, ici, on a en point rouge la ville de Montréal, donc à l'époque, on s'entend, est beaucoup moins grand qu'aujourd'hui, et où sont basés les marchands. On a les 2 points bleus ici, qui sont la prairie
et, voyons, excusez-moi, c'est la Chine, pardon. Donc, qui sont des carrefours de contrebande. Donc, c'est les endroits où les passeurs vont venir porter la contrebande et où les marchands de Montréal vont venir la ramasser pour la ramener en ville pour pouvoir ensuite la redistribuer ou vice-versa, aller porter les fourrures là pour les envoyer ensuite à Fort-Orange. Donc, 2 carrefours importants. En mauve, on a les missions du Sault-Saint-Louis, la mission du lac des Deux-Montagnes, qui vont être beaucoup utilisées comme entrepôts pour cacher les marchandises ou cacher les ballots de fourrure en attendant d'être envoyés à Fort-Orange. Et le journal nous montre aussi, donc dans les points jaunes, différents lieux qui sont liés à cette contrebande-là. Donc, on a l'île Perrot, qui est un lieu de passage fréquent pour la contrebande, Châteauguay, où beaucoup de contrebandiers habitent, Saint-Gabriel, juste à côté de Montréal, où il y a une ferme des Sulpiciens, qu'on apprend que les contrebandiers cachent de la marchandise à cet endroit. Donc, je ne sais pas si les Sulpiciens étaient au courant ou pas de cela, le journal ne le mentionne pas. Et finalement, on a Sorel en haut complètement, où on apprend qu'il y a des entrepôts où des entrepôts étaient situés. La fréquence des gens, des contrebandiers qui passaient, le journal l'indique lorsque Catherine Dagneau, alors qu'elle fait une enquête sur le terrain, s'approche d'un habitant et lui demande, elle voit au loin des Amérindiens passer avec des ballots de fourrure. Elle lui demande, est-ce que ça arrive fréquemment qu'il y a des gens comme ça qui arrivent de Fort-Orange? Et l'habitant en question lui dit, ah, bien, à tous les jours, il y en a. Donc, on voit qu'il y en arrive sans cesse. Mais quel genre de marchandises exactement on pouvait trouver dans ces voyages-là? Donc, on a ici un extrait du journal où on a un inventaire du retour de voyage d'Arrosin, amérindien. Dans le journal, comme la plupart des documents de l'époque, on parle en termes, je vais mettre en guillemets, en termes de sauvage et de sauvagesse, mais pour les besoins du PowerPoint, je les ai traduits amérindien. Donc, retour de voyage d'Arrosin, amérindien de Sault-Saint-Louis, le 14 juin 1730. Donc, on voit l'inventaire de ce qu'il a rapporté. Donc, on voit qu'il y a 100 chaudières. Donc, ça, on n'en échappe pas. C'est toujours, on les voit souvent. Mais il y a également 15 pièces de drap, donc qui est un tissu en laine, 12 pièces de mousseline, qui est un tissu en coton. On a 4 pièces de calendrier, qui est un tissu en laine, mais avec un fini luisant, donc qui a plus de valeur un peu. On a 6 pièces de satin, qui est un tissu en soie, 200 livres de vaisselle et, surprise, 100 livres de chocolat. Comme quoi, même le 300 ans, on était prêt à tout pour avoir un peu de chocolat. Donc, ça donne une idée de quel type de marchandises étaient ramenées. Le voyage entre Montréal et Fort-Orange se faisait entre 3 et 5 semaines, donc entre 18 jours et 1 mois. Et les passeurs étaient payés pour la plupart à peu près, on a un exemple, certains étaient payés 2 pièces de drap au retour. Donc, pour le voyage au grand complet, on leur donnait 2 pièces dans ça. Également, les passeurs, quand ils arrivaient à Fort-Orange, un drap pouvait coûter 2 castors. Donc, on a un rapport à peu près. La contrebande se faisait toute l'année et à toute heure de la journée. Le journal montre qu'il y a des contrebandiers qui sont présents à Montréal autant le matin que l'après-midi, le soir, mais il y a quand même une préférence pour la fin d'après-midi et le soir autour de 9-10 heures. On voit que la contrebande aussi dans le journal est quand même un métier dangereux. Par exemple, le 22 avril, il y a le sieur Servi qui se noie en revenant de la prairie par un canal secret. Donc, par contre, le journal mentionne qu'on a au moins réussi à récupérer la marchandise et son coéquipier. Donc, au moins, c'est ça. Le journal en question identifie 60 personnes au total, au moins. Il y en a peut-être plus, dont un peu plus de la moitié, je dirais, on les nomme vraiment, tandis que les autres sont décrits vaguement. Par exemple, c'est l'habitant qui habite au coin de la rue à Saint-Gabriel. Donc, parmi ces personnes, on retrouve notamment des gardes, le brigadier des gardes, des marchands, des nobles, un officier, un employé de la mairie, un interprète, un charretier et un habitant. Donc, on voit vraiment qu'il y a le réseau recouvre toutes les strates de la société montréalaise. Donc, on a vraiment des contacts un peu partout. Il y a également beaucoup d'Amérindiens qui vont être employés dans le réseau de contrebande. Donc, on fait mention de 17 Autochtones du Sault-Saint-Louis ou du lac des Deux-Montagnes en majorité. Sur la totalité, on dénombre 56 hommes et 4 femmes identifiés.
les Amérindiens étaient beaucoup utilisés comme passeurs, notamment parce que la route vers Fort-Orange était particulièrement surveillée par les patrouilles françaises et anglaises, et s'ils étaient pris, les marchands devaient payer de lourdes amendes. Je vous cite un passage de l'article de, je ne sais pas si je le débaptise, Jan Grabowski, l'historien. Donc, dans son article, les Amérindiens domiciliés, la contrebande des fourrures en Nouvelle-France, qui explique ainsi que les restrictions légales imposées aux marchands eurent pour effet d'accroître le rôle des Autochtones. Les intermédiaires autochtones étaient moins susceptibles de se faire arrêter par les détachements militaires. Il en était ainsi parce que toute action entreprise contre les domiciliés impliqués pouvait entraîner une crise sérieuse dans les relations franco-amérindiennes. Donc, comme les passages vers Fort-Orange étaient hautement patrouillés, on envoyait les Amérindiens pour pouvoir justement éviter de payer des amendes si on était pris sur le fait. Donc, le journal fait part de plusieurs astuces et subterfuges. Je leur ai donné des petits noms pour s'amuser un peu. Et ici, bien sûr, on retrouve nos pauvres amis, les castors. Je vous l'avais dit, ça finissait mal pour eux. Donc, parmi les astuces qu'on trouve, il y a notamment la corruption. Donc, les marchands donnaient aux Amérindiens des petits sacs de monnaie et les Amérindiens, il leur suffisait, lorsqu'ils croisaient un garde, de lancer le petit sac de monnaie et le garde l'attrapait, il faisait comme s'il n'avait rien vu. Donc, ça agissait comme pot de vin. Et apparemment, le journal dit que c'était un subterfuge assez courant. On a également la cachette, donc on mettait des caches de contrebande un peu partout pour éviter qu'elles soient trouvées, par exemple dans la forêt, près des arbres, etc. Beaucoup de passeurs se déguisaient. Donc, certains Français se déguisaient en Amérindiens pour justement éviter d'être interrogés par les gardes parce qu'ils savaient qu'ils allaient moins être supervisés dans ces cas-là. On a la distraction, donc assez classique. Il y a quelqu'un qui va parler à des gardes, leur dit « Hey, venez-vous-en, j'ai des chums là-bas », ils s'en vont ensemble et pendant ce temps-là, les contrebandiers passent en arrière d'eux. On voit également l'emprunt. Donc, les Amérindiens passeurs vont utiliser des surnoms pour procéder à la contrebande. Comme ça, si jamais ils se font prendre, les gens ne savent pas c'est qui exactement. On a l'exemple que Teasdale nous donne de Tiangourista, qui est un des passeurs de contrebande, qui, Teasdale, en faisant une interview avec un interprète Mohawk, se rend compte que son nom, en fait, signifie pièce d'argent ou pièce de métal. Donc, c'était un nom qu'il a pris pour dire seulement qu'il commerçait, mais que c'était probablement pas son nom réel. Donc, on a évidemment les chemins secrets qui étaient empruntés un peu partout. On a le classique, que j'ai appelé comme ça parce que c'est tout simplement quand on allait au fort, pourquoi rentrer dans le fort quand on peut juste lancer les choses par-dessus? Donc, des choses qu'on voit encore aujourd'hui. Et finalement, la fuite, qui est mon préféré, que j'utilise encore aujourd'hui avec ma maîtrise, en fait. Quand tu rencontres un problème, tu tournes de bord et tu pars à la course. Donc, toutes les astuces et subterfuges qui pouvaient être utilisés. Le journal fait aussi, pas beaucoup, mais un peu mention du rôle des femmes dans la contrebande. Le journal même est écrit par une femme et montre que les réseaux, il y a des femmes assez influentes qui faisaient partie de ce réseau-là, mais montre aussi que les femmes autochtones avaient une place dans ce réseau de contrebande-là. Donc, on a par exemple une entrée qui nous parle du 28 mai, où à 4 heures l'après-midi, il y a la femme de Tégouassin du Sault-Saint-Louis qui arrive chargée d'indienne pour le sieur Lydius. Donc, on les nomme jamais. On dit tout le temps c'est la femme de, la femme ci. Pour tous ceux qui travaillent avec des sources manuscrites, c'est un problème récurrent, malheureusement, de l'histoire. Et également, en fait, le journal nous montre que les femmes autochtones participaient quand même beaucoup pour faire rentrer la marchandise dans Montréal. Donc, ils cachaient toute la marchandise de contrebande au fond de mannes et de paniers pour ensuite les remplir de blé d'Inde et ils rentraient avec ça dans Montréal. Donc, c'était une bonne façon pour elles de faire rentrer la contrebande à Montréal sans se faire interroger. Donc, en conclusion, je suis dans les temps. En conclusion, donc, c'est un document qui est sous-utilisé. C'est un document qu'on a très peu vu dans l'historiographie, du moins récente, et qui montre toute l'ampleur de la contrebande. Ce document montre bien comment la découverte d'un seul document peut nous en apprendre énormément sur le passé de notre histoire. Donc, on voit, en fait, ça montre bien comment fonctionne le métier d'historien, comment on pense savoir des choses sur un sujet et que tout d'un coup, on découvre un nouveau document et ça vient totalement bouleverser les connaissances ou du moins les définir beaucoup plus. Donc, c'était tout. Merci beaucoup pour l'écoute.